Alors, je fais du breakdance depuis que j'ai 10 ans. Donc, j'ai commencé avec mon frère, en fait. On a commencé dans notre chambre. Et ensuite, j'ai découvert l'association Kenlo Dance Academia qui se trouve dans ma ville, à Mantes-la-Jolie. Grâce à elle, je suis là où je suis. Et si j'avais pas connu cet asso, je pense que j'aurais peut-être abandonné ou je serais encore là à m'entraîner dans ma chambre. Aujourd'hui, je prépare les Jeux Olympiques 2024 et 2028. Et je suis hyper fier d'être monté si haut. Et ça, j'aurais jamais pu le faire sans cet asso. Nom. Elmouden Djibril. Âge. 21 ans. Club yvelinois. Premier avertissement. Commune de résidence. Mantes-la-Jolie. Discipline. Breakdance ou breaking. Palmarès. Vainqueur du Battle Block Party Terre de Jeux 2022. Top 5 du Battle of the Year 2022 et vainqueur du Battle Humanitaria 2023. Et en 2024, le breakdance, ou on peut dire aussi le breaking, entre pour la première fois parmi les disciplines olympiques. C'est un petit peu un alignement des planètes, ça. De ouf. Tu pourras me faire une petite démo tout à l'heure ? Avec plaisir, mais on va rien voir, c'est un podcast. Ah, je crois que tu sous-estimes le pouvoir du son. Moi, c'est Laurie Berton, je travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interviewe un athlète yvelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. Là, Djibril, tu viens de faire une démo de breakdance. Et est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait ? Oui, alors là, j'ai fait un top rock. Le top rock, c'est la préparation qui me permet de m'échauffer, en fait. C'est juste avant d'aller au sol. Et c'est comme ça qu'on commence un passage de breakdance. C'est un mouvement de jambes rapide. Tu fais du break depuis combien de temps ? Alors le breakdance, j'ai commencé à 10 ans avec mon frère. En fait, on est tombé sur un film de break qui s'appelle Sexy Dance et on a beaucoup aimé. Du coup, depuis ce jour, on n'a pas lâché. Donc lui, il a intégré le groupe Premier Avertissement qui se situe à Mantes-la-Jolie. Et actuellement, je suis dedans. Et lui ne l'est plus. Et ça s'est fait comme ça. J'avoue que j'ai vraiment aimé ce film aussi, Sexy Dance. Et si tu devais décrire le breakdance avec des mots pour qu'on puisse se l'imaginer, tu dirais quoi ? Alors avant tout, le break, c'est une discipline sportive et culturelle. Donc c'est la danse hip-hop la plus physique parce qu'on utilise toutes les parties du corps. C'est assez acrobatique, il y a des figures au sol, les mouvements sont saccadés et c'est aussi un langage illimité. C'est-à-dire on peut créer des mouvements, le break c'est vraiment illimité, chacun a son propre style, chacun sa personnalité. C'est une danse qui se pratique en compétition, ça se passe comment ? Alors les compétitions en fait elles se font sous forme de battle, c'est-à-dire les danseurs sont en solo ou en équipe. Et ensuite, on s'affronte. Il y a un jury qui regarde et qui doit juger qui est le meilleur. Il y a le public aussi et il y a le speaker surtout. Celui qui va faire la présentation des danseurs et à la fin qui va désigner qui est le vainqueur par ordre du jury. Et je crois qu'il met l'ambiance aussi, le speaker. Oh, surtout. Surtout. Et je crois qu'il y a différentes étapes aussi. D'abord, les danseurs rentrent sur la piste, puis ils font un type de danse, puis un autre. Oui, c'est ça. Alors d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on commence par les top rock. C'est-à-dire, c'est le premier mouvement de break, c'est avant d'aller au sol. Et ensuite, lorsqu'on est au sol, il y a la préparation au power move que je vais expliquer après. C'est-à-dire, ça s'appelle les footwork. Les footwork, en fait, c'est des jeux de jambes, mais au sol. Et ensuite, c'est pour passer au power move. Les power moves, c'est quoi ? C'est plus ce qui va être spectaculaire, c'est plus ce qui est acrobatique. Au JO de Paris, tu seras en équipe ou en solo ? Alors, au JO, je serai en solo. Maintenant, on va aller dans les locaux de l'association Impro France, qui entre autres organise des matchs d'improvisation théâtrale et donne des cours de théâtre d'impro, surtout à des jeunes. Toi, Djibril, t'as déjà donné des cours ? Alors oui, je donnais des cours, ça fait un bon moment que je donne des cours. Avant c'était du bénévolat et aujourd'hui, maintenant grâce à l'association Kenlo Dance Academia, ça fait 1 an qu'officiellement je donne des cours à des enfants de moins de 16 ans généralement. Est-ce que tu connais Impro France ? Je connais de nom, je sais que ça attrape. Improvisation mixte, dont le titre est « La vie comme on l'aime ».
Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée 6 minutes. Alors Impro France, c'est une association qui a pour vocation de fédérer, de réunir ou de mettre en lien tous les gens qui font de l'improvisation théâtrale en France. Jean-Baptiste Chauvin, cofondateur de la compagnie Déclic Théâtre et d'Impro France. C'est une association nationale et on est venu se réinstaller. Je dis se réinstaller parce qu'on y était déjà avant. On est venu se réinstaller à Trappes parce que Trappes, c'est un petit peu le berceau de l'impro en France. Les Yvelines sont un peu le berceau de l'impro en France, mais Trappes particulièrement, puisque c'est là que s'est créée la compagnie Déclic Théâtre en 93 et qui, elle, travaille depuis très longtemps dans les quartiers difficiles, dans les collèges, etc. Ils fêtent d'ailleurs leurs 30 ans cette année. Et puis Déclic Théâtre est connu aussi pour avoir accompagné les premiers pas de Jamel Debbouze. C'était un jeune collégien, un jour qu'il s'était fait virer de son cours, il se retrouve dans l'enceinte du collège. Il y avait un cours d'impro qui était en train de se mener en bas et le prof d'impro, Papy, que beaucoup de gens connaissent, lui dit plutôt que de faire le mariole, viens jouer avec nous. Et Jamel, il a mis le doigt dans l'engrenage et depuis il est devenu ce qu'il est devenu, mais grâce à l'impro, il le dit haut et fort, c'est l'impro qui lui a sauvé la vie en fait. Mais c'est super. Et du coup, les matchs d'impro, ça me fait un peu penser au battle de break, c'est un peu le même principe, non ? Alors je ne sais pas si c'est exactement le même principe, mais il y a sûrement des points de convergence puisque c'est vraiment une pratique qui mélange le théâtre et le sport. Au départ, c'était créé par des Québécois. Le sport national au Québec, c'est le hockey sur glace. Ils se sont dit, les stades de hockey sur glace sont toujours remplis, les théâtres, on a du mal à les remplir. Nous, on va faire un jeu de théâtre qui reprend les règles du hockey sur glace. La particularité du match d'improvisation, c'est qu'on doit jouer en même temps avec et contre. C'est qu'on joue avec, c'est-à-dire que les deux équipes doivent jouer ensemble et créer des histoires ensemble. Et contre parce que à la fin de chaque improvisation, il va y avoir comme le public qui va voter, qui va décider qui joue. Ça reprend toute la dynamique du sport en fait, puisque les règles sont les mêmes pour tout le monde et c'est pour ça que, comme en sport, on peut jouer avec des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on joue les mêmes règles. Est-ce que vous mettez en place des ateliers de théâtre d'impro dans les quartiers politiques de la ville ou QPV ? Alors nous, non, pas directement, mais c'est vrai qu'il y a des compagnies comme Déclic Théâtre qui le font encore. Il y a, tous les ans, il y a énormément de collégiens à Trappes qui font de l'impro à Trappes et sur Saint-Quentin-des-Mines qui font de l'improvisation dans leur collège. Mais il y a aussi des gros projets comme celui qui est parrainé par Jamel Debbouze avec la Fondation Culture et Diversité. C'est un trophée qui se fait dans plein de collèges en France, je crois qu'ils sont 200 collèges maintenant à pratiquer l'improvisation théâtrale et du coup ils se rencontrent par région, ils jouent ensemble par région, donc ça mélange aussi des zones rurales, des zones urbaines, des QPV, des gens de différents horizons et il y a une grande finale à chaque fois à Paris et chose exceptionnelle c'est que l'année dernière la grande finale a eu lieu à la Comédie Française. C'est la première fois que la Comédie Française ouvrait ses portes à un événement autre que la programmation de la Comédie Française. Waouh, passer des quartiers à un théâtre comme la Comédie Française, c'est fort. Là, on arrive au Centre de musique baroque de Versailles et on va rencontrer Margot qui travaille au pôle médiation. Dibri, tu vois ce que c'est le centre de musique baroque ? La musique baroque, plus ou moins, c'est la musique qu'on faisait au temps de Louis XIV, non ? Ouais, c'est un peu ça. Mais il y a aussi un type de danse baroque, mais qui ressemble pas tout à fait au break. J'imagine. Le Centre de musique baroque a initié un projet pédagogie, culturel et artistique avec les habitants de Maurepas et La Verrière. Margot Lallier, directrice du pôle médiation, action culturelle et publique du Centre de musique baroque de Versailles. Avec qui nous sommes en jumelage sur l'impulsion de la préfecture de région Île-de-France et avec le soutien du département des Yvelines, et où nous proposons à tous les habitants, dès le plus jeune âge et jusqu'à la fin de la vie quasiment, puisqu'on travaille aussi avec des maisons de retraite et des hôpitaux, une rencontre avec les arts baroques, quelle que soit la discipline, le chant, la danse, le théâtre, voilà. Et je crois que vous prévoyez aussi un événement pour les JO, c'est ça ? Absolument. On a imaginé pour cette troisième année de jumelage, donc entre le Centre de musique baroque de Versailles et La Verrière et Maurepas, un événement olympique. Alors ce sera donc un spectacle déambulatoire dans les rues de La Verrière, avec les habitants, les participants aux ateliers, et puis les associations locales. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous. On aura une batucada, un orchestre de steel pan, vous savez, c'est les espèces de bidons avec lesquels on fait de la musique caribéenne, en tout cas des îles. Et
voilà, peut-être pouvoir faire venir les bénéficiaires des centres sociaux, aussi travailler avec l'Institut de santé mentale de la Verrière qui s'appelle la MGEN, et donc de pouvoir peut-être partager les valeurs olympiques avec cette couleur baroque. Et ça leur parle aux jeunes des quartiers de la Verrière, la musique baroque ? On a toujours des réactions différentes. Le chant lyrique, par exemple, ça peut faire beaucoup rire la première fois qu'on l'entend. Moi, j'adore ce moment-là quand les enfants entendent pour la première fois une voix lyrique travaillée, parce que ça ne peut pas ne pas susciter d'émotion, et le rire est bienvenu. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme qui va chanter dans des aigus incroyables, c'est rigolo, et c'est ok que ce soit rigolo. Donc, en fait, c'est notre travail à nous d'adapter nos actions pour que les jeunes se sentent bien avec cette matière, qu'ils en aient une idée. Puis il y a une question de culture commune, c'est-à-dire c'est un patrimoine, la musique baroque, le XVIIe et XVIIIe siècle en France, c'est une culture commune, c'est nous qui avons les clés, à nous d'ouvrir les portes. Ceci étant dit, on n'est pas là du tout pour apporter une vision élitiste ou de dire il faut absolument maîtriser ces fondements-là. Au contraire, on va être dans une approche anticolonialiste, c'est-à-dire de se dire voilà, cette matière c'est un prétexte pour se rencontrer, pour échanger, pour rencontrer la matière artistique aussi, parce que je le disais, c'est le chant, la danse, le théâtre, donc quelque part on choisit. Et comment vous faites pour faire rencontrer le hip-hop et la musique baroque ? Le hip-hop et la musique baroque, c'est hyper intéressant parce que ça se rencontre très très bien, de façon assez naturelle, et on n'est pas les seuls à y avoir pensé, on n'est pas du tout les seuls à le faire. C'est le rythme de cette musique baroque, avec les basses qu'on peut entendre dans cette musique, qui sont vraiment un super support pour une expression dansée. Et voilà, il y a des grands chorégraphes et metteurs en scène qui ont exploré ça ces dernières années, notamment à l'Opéra de Paris avec les Indes galantes de Rameau. Et donc voilà, nous on travaille depuis un certain temps avec Yves Radilla, qui est donc chorégraphe et danseur, et qui faisait partie des Black Blambers, qui a amené un peu cette culture hip-hop en France, et qui lui a trituré avec les Lunésiens et Arnaud Marzorati, qui est le musicien avec qui on travaille et qui va créer cette parade, à faire se rencontrer cette musique, ces rythmes avec cette danse hip-hop. Et puis il est soit possible de travailler avec la musique ancienne et puis de mettre une danse hip-hop dessus, mais on peut aussi très bien imaginer des choses complètement hybrides qui se rencontrent, et là ça devient super intéressant. Waouh, je pensais pas que c'était possible de faire matcher ces deux cultures. Djibril, si ça te plaît autant, tu vas aimer ce que propose la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au service des relations publiques du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la scène nationale, nous menons une politique très volontariste depuis plus de 20 ans. Astrid Garcia, responsable du service des relations publiques du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Et vous travaillez avec quel type de public dans les quartiers prioritaires ? Alors on travaille avec des publics très hétérogènes. Ça, bien sûr, on travaille avec les publics scolaires en premier lieu, mais aussi on intervient dans toutes les sphères de la société, dans les maisons de quartier, des centres sociaux, en ateliers d'alphabétisation, dans les services jeunesse. On pense toujours nos actions en lien avec les spectacles de la saison, ça c'est important. Et lorsqu'on travaille avec une structure, on fait en sorte que les personnes viennent voir aussi au moins 3 spectacles de la programmation. Et autour de ces spectacles, on leur propose des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique artistique. Et c'est quoi vos projets phares ? On peut dire que depuis 2007, notre projet phare, c'est un grand projet participatif qui mêle à la fois des artistes professionnels et des amateurs de tous horizons, de tous âges. On l'a fait beaucoup sur des opéras. Et là, la chorale était constituée de chanteurs professionnels et puis d'adultes et d'enfants de tous les horizons, de tous les âges. Il y avait des centres sociaux, des lycéens, des écoliers. Et parmi ces personnes, bien sûr, toujours des gens de quartiers prioritaires. C'est des projets qui impliquent plus de 100 heures d'atelier. Il y a une semaine de répétition dans la grande salle du théâtre. Il y a une répétition générale aussi. Et c'est vraiment dans des conditions professionnelles. Ça marque les esprits pour longtemps. On a aussi, je pense, le TSQY en balade. Ça, c'est un dispositif avec lequel on fait tourner des spectacles dans des lieux qui ne sont pas prévus pour à la base, des lieux non théâtraux. Et ça casse les codes. On va, dans ce cas, dans des lycées, dans des médiathèques, au plus près des publics. Ça me fait penser à un jeune qu'on avait rencontré comme ça. Je le vois avant, il me dit « Oh là là, moi j'aime pas le théâtre, je suis là vraiment parce qu'on m'a obligée, mais vraiment ça m'embête. » Et à la fin du spectacle, il retourne voir l'artiste, il lui demande des autographes et tout ça. Je lui dis « Ah, finalement, t'aimes le théâtre maintenant ?» Il me dit « Ah non, ça c'était pas du théâtre, ça n'a rien à voir. »
Et à Trappes, on travaille aussi avec l'école de la deuxième chance. C'est un lieu de formation et d'accompagnement pour des jeunes en décrochage scolaire. Ces jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, ils sont assez fragiles parce qu'ils ont un parcours assez difficile, ils ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Et avec eux, on organise plus de 100 heures d'ateliers de pratique en danse, théâtre, avec des équipes artistiques différentes. Et on voit vraiment l'évolution au fur et à mesure, entre le début où on les trouve assez réservés, timides, empêchés de plein de choses, et la fin où ils s'épanouissent. Et ça fait vraiment plaisir à voir, ils sont méconnaissables. Cette histoire elle me touche beaucoup. Parce que l'art, pour moi, c'est synonyme d'épanouissement. Et si je n'avais pas eu l'occasion de faire du break, je pense que je ne serais pas si heureux que ça aujourd'hui. Et en tout cas, merci à vous de faire ce que vous faites. Merci à vous. De rien. Merci Astrid, on va vous laisser continuer tous ces beaux projets. Merci. On y va, Djibril ? J'arrive.